Ce matin, j'avais un entraînement en gros de 27 km où je devais courir en reprenant les allures que je vais faire lors du marathon de l'Ironman. Donc, c'est des allures qui sont en général quand même assez rapides et comme j'ai beaucoup d'entraînement en ce moment, c'est toujours dur de faire ces séances sur de la fatigue. Et pendant que je courais, j'étais en train de réfléchir à la vidéo que je voulais faire. Et donc, du coup, pendant 27 bornes, tu as le temps de réfléchir. Et je réfléchissais notamment à la course et pourquoi j'aimais ça. Et en fait, je pense que ça vient au fond de mon père qui courait pas mal quand j'étais petit. Et du fait que quand j'étais petit, quand il allait courir, ça lui arrivait de me proposer d'aller courir avec lui. Et c'était toujours des moments que je kiffais. Et donc, du coup, dans cette vidéo, en fait, j'ai envie de partager avec vous 6 choses que mes parents m'ont inculquées et en fait qui font de moi, je pense, un exceptionnel entrepreneur pour rester le plus humble possible. Mais en fait, c'est des qualités que je retrouve chez pas mal d'entrepreneurs qui réussissent. Et du coup, j'ai envie de partager avec vous ces histoires un petit peu perso. Avant, on va aller faire un petit point météo à Cape Town, puisque du coup, c'est une de mes dernières journées ici avant de retourner sur Paris et puis après de partir au Texas. Et donc, je voulais quand même partager cette vue magnifique qui va quand même me manquer. Bon, allez, on retourne à l'intérieur pour la vidéo. Donc, pour donner un peu de contexte, parce que souvent dans les interviews que je fais, je vois parfois des thumbnails ou des titres partis de rien, Guillaume a réussi à construire une boîte à plus de 150 millions, etc., etc. Et en fait, j'ai envie d'être honnête sur mon histoire et sur mes origines. Donc en fait, moi, mes grands-parents ont immigré en France, nés au Brésil, en Italie, et puis sont venus vivre en France. Dans ma famille, en gros, personne n'a fait d'études. Mes grands-parents ont travaillé la terre pendant très longtemps et pour certains sont devenus aides-soignants, donc travaillaient à l'hôpital. Mes parents n'ont pas fait d'études, mais du coup la première leçon en fait que mes parents m'ont donnée, c'est pas parce que tu fais pas d'études que tu peux pas être cultivé et que tu peux pas apprendre des choses nouvelles tout le temps. Je pense que mon père, ça doit être une des personnes les plus cultivées que je connaisse. C'est quelqu'un qui est extrêmement curieux, très créatif. Et certes, il a jamais gagné beaucoup d'argent, mais par contre, j'ai toujours vu à quel point il arrivait à apprendre tout et n'importe quoi juste parce qu'en fait, il suivait sa curiosité. Et suivre sa curiosité pour lui, c'était écouter des nouvelles émissions, lire des livres. Et en fait, je l'ai vu et j'ai grandi avec quelqu'un qui se cultivait et qui adorait partager tout ce qu'il apprenait. Et ça, je pense que c'est une des premières leçons en fait que mes parents m'ont inculqué, c'est qu'en fait, peu importe ton niveau d'études, peu importe d'où tu viens, en fait, tu peux apprendre tout par toi-même. Et je pense que ça, c'est un truc qui est super important parce que très souvent, je vois des gens et j'avais vu un commentaire récemment d'une personne qui est développeur et qui me demandait comment est-ce que tu fais pour passer d'ingénieur à quelqu'un très bon en marketing, sales, etc. Mais en fait, la réponse, elle est simple, c'est qu'à partir du moment où tu sais que tu peux apprendre et te former sur tout, et ben en fait, il faut juste te dire qu'il faut passer du temps. Et en fait, en passant du temps, au début, tu seras nul. Ensuite, tu vas être un peu meilleur, puis un peu meilleur. Et ensuite, tu deviendras bon. Et ça, c'est vraiment dans tout. Le deuxième point, et ça vient de ma mère, c'est aide les gens sans jamais rien demander en retour. Et en fait, ma mère, elle travaille, donc elle a commencé en étant dactylographe. Donc dactylographe, c'est les gens qui tapaient quand les gens parlaient. Donc elle tape très vite. Elle met aussi des claques très vite. Ça, c'est quand on était passage, mais c'est un autre sujet. Ouais, donc du coup, ma mère, après, elle a commencé à travailler aux impôts. Comme elle travaillait pour l'administration française, et que dans mon quartier, il y avait beaucoup de gens qui immigraient en France, et ben en fait, ils demandaient tous à ma mère de l'aider avec soit les déclarations d'impôts, soit les procédures pour justement récupérer une carte vitale, demander la nationalité française, etc., etc. Et donc en fait, moi, j'ai grandi en voyant ma mère qui déjà travaillait beaucoup et ensuite derrière qui aussi passait son temps à aider les gens du quartier les week-ends pour justement en fait que les gens puissent juste avoir une vie
descente. Et en fait, ça, je l'ai vu depuis que je suis petit. Et en gros, pour ma mère, ça a toujours été quelque chose de naturel. Et c'est vrai qu'en fait, depuis que je suis petit, pour moi, ça me semble totalement normal d'aider un maximum de personnes possible. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard. Et malheureusement, en France, c'est pas trop le cas. Et aux États-Unis, c'est vachement comme ça. Mais je pense qu'en France, il y a des gens qui adorent aider. Et je pense que si vous regardez cette chaîne, vous êtes sûrement comme ça. Mais en fait, c'est juste une question de à quel point on a envie de lancer un mouvement de gens qui s'entraident. Et je pense qu'en fait, quand on a eu des gens autour de nous qui ont pu nous aider, c'est tout à fait normal de rendre l'appareil à un moment. Et moi, je sais qu'aux États-Unis, il y a plein de gens qui m'ont aidé quand je me suis lancé, qui croyaient en moi alors que moi, j'y croyais pas forcément tout le temps. Et en fait, c'est un truc que j'ai envie de faire et que j'aime faire. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne YouTube. En fait, je pense qu'il faut pas sous-estimer l'impact qu'on peut avoir sur les gens quand on les aide. Parce qu'il y a des choses en fait qui paraissent totalement simples et peut-être innées pour nous, alors que pour d'autres, ça l'est pas du tout. Et c'est pour ça que la création de contenu, c'est super important. C'est parce que si tu écris du contenu pour la personne que tu étais hier, forcément, tu vas aider énormément de gens. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je fais cette chaîne pour le Guillaume que j'étais quand je me suis lancé dans le business il y a peut-être 10 ans de ça. Et donc, du coup, j'espère que ça vous aide. Mais en tout cas, pour moi, ça a toujours été normal. Et c'est un truc que je pense que très peu de gens font. Alors que quand tu te mets dans une mentalité, et ça, je le fais en fait depuis les débuts de l'Emlist, dès que en fait, vous avez des compétences sur un sujet, passez du temps à aider. En plus, plus vous passez du temps à aider les gens, plus vous devenez expert dans un sujet, puisque les gens en fait vont vous poser des questions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, qui vont vous pousser dans vos retranchements et qui vont vous forcer à devenir vraiment exceptionnel dans un sujet que vous pensiez maîtriser initialement. Et je pense que tout bon orateur et tout bon professeur, c'est quelqu'un qui sait rendre des sujets complexes simples afin que tout le monde puisse les comprendre. En fait, le troisième point, c'est qu'il n'y a pas de résultat sans sacrifice. Donc mon père, comme je disais, il a pas non plus fait d'études. Ma mère a pas eu le bac et mon père, je pense qu'il l'a eu au bout de 5 fois. Et donc du coup, lui par contre, très rapidement, comme il gagnait pas beaucoup d'argent avec son travail de graphiste, donc à designer des menus, parfois il bossait pour des hôtels, etc. Mais enfin, il travaillait beaucoup et il arrivait à gagner sa vie quand même. Mais en fait, très rapidement, il a décidé de rajouter de prendre en fait du taf en plus. Et donc mon père, en gros, il travaillait, il avait 2-3 jobs parfois, il a été prof. Enfin, dès qu'il avait des opportunités, il essayait de les prendre pour essayer d'arriver à faire un peu plus d'argent et de se construire une retraite. Ça n'a pas toujours marché, mais en tout cas, je l'ai vu travailler les week-ends, je l'ai vu faire des sacrifices. Et en vrai, moi, en gros, je suis né dans un appartement où j'ai réalisé plus tard parce que j'étais trop jeune. Mais en fait, on vivait dans je pense 35 ou 40 mètres carrés. Et en fait, avec mon frère, on avait la plus grande chambre. Mais en fait, on n'avait pas la plus grande chambre, on avait la seule chambre. Et donc, mon père, lui, il bossait dans le salon. Il y avait un canapé et c'était un canapé convertible dans lequel il dormait avec ma mère. Donc, pendant 8 ans, depuis que mon frère et moi, on est nés, quoi. En fait, on a vécu là-dedans. Et en fait, j'ai réalisé beaucoup plus tard que mon père, en gros, il se butait et il travaillait les week-ends pour qu'on puisse avoir un appart un peu plus grand. Et donc, un peu plus tard, je suis allé dans un autre appartement et ensuite, quand j'avais, je crois, 12-13 ans, j'ai eu la chance d'avoir ma chambre. Et ça, c'était trop cool. Et je me suis dit, en fait, que ça, c'était vraiment la corrélation du travail de mon père qui a permis, tu vois, parce qu'au début, eh ben, évidemment, il galérait, mais avec les sacrifices, petit à petit, il a réussi à faire un petit peu plus d'argent pour qu'on puisse avoir un foyer qui soit, je dirais, vivable. Après, moi, j'ai grandi avec des gens autour de moi. Il y avait des gens qui potentiellement avaient beaucoup d'argent et qui partaient tout le temps en vacances dans des destinations de ouf. Quand moi, en fait, mes vacances, c'était à la campagne chez les grands-parents. Et à côté de ça, j'avais aussi des gens qui partaient pas du tout en vacances ou qui allaient au bled et qui vivaient parfois à 3 ou 4 dans une chambre. Donc, en fait, j'ai pu voir la différence et j'ai côtoyé des milieux très différents toute ma jeunesse et mon adolescence. Et j'ai vu en fait que les sacrifices, quand ils étaient faits de manière consciente, en fait, au bout d'un moment, ça payait. Et je pense que ça, c'est un truc qui est super important dans l'entrepreneuriat. Si tu veux réussir, tu vas être obligé de sacrifier quelque chose. En fait, c'est vraiment l'alchimie, c'est vraiment la base de tout. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si tu veux quelque chose que tu n'as pas,
aujourd'hui, il va falloir que tu sacrifies quelque chose que tu as afin de pouvoir obtenir ce que tu n'as pas. Et il y a pas de magie en fait. Il y a vraiment pas de magie dans le business. Point numéro 4, ça c'est un point un peu plus dur. Je vais pas forcément trop rentrer dans le détail, mais c'est mieux d'avoir des remords que des regrets. Et en fait, j'ai grandi en fait avec, j'ai côtoyé, on va dire, ce que pouvait faire la dépression à quelqu'un qui n'avait pas du tout choisi sa voie. Des moments de doute, des moments difficiles, des moments où cette personne du coup remettait entièrement sa vie en question. Et en fait, en voyant ça et en grandissant du coup avec dans mes parents, je vais pas te dire qui c'était, mais une personne qui du coup en fait avait peur de changer de vie, avait peur d'apprendre de nouvelles choses, avait peur de se mettre dans une zone d'inconfort. Et ben en fait, voir quelqu'un vraiment regretter les choix de sa vie. Et donc en gros, toute ma vie, le fait de voir ça et le fait de voir la tristesse que ça pouvait amener et à quel point ça faisait changer même ta condition physique, et ben en fait, toute ma vie, je me suis dit qu'il fallait que je prenne des risques. Et que même si ça me mettait dans des situations extrêmement inconfortables, parce que je pense que les gens ne le voient pas forcément et tout, mais de base, moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt timide et introverti. Et donc, faire ces efforts de faire de la prospection, d'aller parler à des gens, de sortir de ma zone de confort, etc., c'est des choses qui me rendent malade. Et quand je dis malade, c'est vraiment, c'est physique. C'est-à-dire que j'ai le ventre qui se retourne, je peux aller vomir, je peux vraiment me sentir dans des situations qui sont vraiment très, très inconfortables. Mais comme j'ai vu ce que le fait de ne pas prendre de risques pouvait t'apporter, comme j'ai vu le poids des regrets sur quelqu'un, à quel point ça peut affecter, à quel point ça peut causer de la dépression, et ben en fait, toute ma vie, je me suis dit, il faut que tu le fasses. En fait, t'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses. Il y a que toi qui es maître de ta vie. Ça sert à rien d'avoir la mentalité de victime. Et en fait, il faut que tu te sortes les doigts du cul pour y arriver. Et avec le travail, ça va payer. Et ça, c'est un truc qui est vachement important. Et vraiment comprendre qu'en fait, on est les seuls capitaines de notre vie. Et c'est à nous de rester en contrôle de tout ça. Donc, je sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, mais en fait, il y a un moment où il faut arrêter de se chercher des excuses. Il y a un moment où en fait tout est accessible en ligne, on peut tout apprendre gratuitement grâce aux vidéos de Guillaume Houbèche. Heureusement qu'on est abonné. Non, je rigole. Mais en fait, on peut vraiment se développer. On peut contacter n'importe qui aujourd'hui sur Terre grâce à Internet. On peut apprendre de n'importe qui. Des mentors, en fait, vous pouvez les avoir en écoutant leurs vidéos YouTube. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et en fait, c'est comme ça, c'est en apprenant et en passant à l'action que vous allez créer énormément d'informations. Et petit à petit, vous pouvez en fait accomplir des choses que vous ne pensiez même pas imaginables quelques mois auparavant. Et ça, c'est super important. Ensuite, un point qui est vachement point numéro 5, c'est ce qu'on appelle en anglais delayed gratification, donc le pouvoir de la gratification différée. Je vous avais parlé dans une autre vidéo en fait du test des marshmallows, où en fait c'est un test qui est vachement lié au succès des individus. Et ce test, c'est en fait on prend des enfants et on leur dit vous pouvez avoir un marshmallow maintenant, mais si vous attendez 15 minutes, vous en aurez deux. Et en fait, la plupart des enfants qui mangent le marshmallow dès maintenant, ils en ont du coup pas deux. Et en fait, ces gens-là ne maîtrisent pas ce qu'on appelle la gratification différée. La gratification différée, en fait, c'est sacrifier l'état présent puisque tu vas pas avoir tout de suite une gratification pour un état futur où justement tu pourras gagner plus. Donc en gros, c'est se dire, je vais pas prendre ce job qui est très mal payé tout de suite parce que en fait, j'ai envie de développer des compétences pendant 2 mois qui vont me permettre d'avoir un job qui sera payé 2 fois mieux. Typiquement, c'est un bon exemple de gratification différée. Où je me lance dans l'entrepreneuriat, je sais que je vais galérer pendant peut-être 2-3 ans, mais qu'après, potentiellement, je vais pouvoir gagner beaucoup plus. Ça, c'est de la gratification différée. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai depuis que je suis petit, parce que mes parents, en fait, c'était très clair. Mon frère, il avait besoin d'un peu plus d'attention que moi, mais mes parents, on avait un deal. C'est à partir du moment où je terminais mes devoirs, en fait, et que j'avais des bonnes notes, je pouvais aller jouer dehors avec mes potes. Et donc, depuis que j'ai 7 ans, dès que j'ai terminé mes devoirs, je pars dehors et je sais en fait qu'il faut d'abord, en anglais on dit aussi eat the frog, c'est-à-dire faire la chose qui te fait le plus chier au tout départ. Et mes devoirs, ça m'a toujours fait chier. Et en fait, je passais du temps à les faire et quand c'était fini, je savais que je pouvais aller kiffer avec mes potes dehors, aller jouer au foot, aller me faire kiffer. Et ça, c'était un truc qui était vraiment
Vraiment, vraiment cool. Le point numéro 6, je vous ai parlé justement de la course avec mon père. Et en fait, le point numéro 6, c'est pousse tes limites quand personne te regarde. Donc je pense que si vous êtes entrepreneur, et il y a beaucoup de gens, je sais, qui m'écrivent et qui font beaucoup de sport aussi, qui regardent cette chaîne, en fait, tu as toujours tendance à vouloir te dépasser. Et quand tu fais des courses, en fait, tu te dépasses souvent quand tu es dans une ambiance assez euphorique avec plein de personnes autour de toi. Et je pense que pour tous ceux qui ont fait des courses, dès que tu as des gens qui courent à côté de toi, en fait, tu vas te dépasser, tu as l'adrénaline, etc., etc. Et donc tes performances, elles sont toujours un petit peu boostées. Mais en fait, c'est bien d'avoir cette partie-là, mais il faut aussi se pousser quand personne ne regarde. Et c'est ce que j'ai vu avec mon père où un matin, en fait, il s'est levé et il est parti courir, il a fait 72 km. Donc, déjà, tu vois, tu peux te poser des questions pourquoi tu ferais ça, mais en fait, je sentais que lui, il avait envie de se donner un nouveau challenge. Et en fait, il est parti comme ça. Et genre, moi, j'avoue, à l'époque, j'étais petit et je comprenais pas. Et je me suis dit, putain, mais c'est énorme. En gros, il est parti d'un de chez mes grands-parents, chez un autre de mes grands-parents. Il y avait genre 72 km et nous, on l'a fait en caisse. En fait, c'était un truc qu'on faisait en caisse tout le temps. Et je me disais que c'était une distance qui était vraiment impossible à parcourir. Et mon père l'a fait. Et en fait, à l'époque, ça n'existait pas trop, hein, les ultra-trails, les machins, les trucs et tout. Et en fait, le voir faire ça, je me suis toujours dit, putain, mais en fait, c'est beau de se donner des objectifs qui paraissent inatteignables. Parce que, en fait, au pire, tu vois, si mon père il avait été fatigué, etc., on l'aurait récupéré et c'était fini. Et il aurait peut-être fait 50, 60 km et ça aurait déjà été génial. Mais en fait, quand il arrive, c'est une fierté qui est vraiment folle. Et en fait, je me suis toujours dit, la vie, c'est ça, en fait. La vie, il faut que tu prennes des risques. Il faut que tu te donnes des objectifs, en fait, qui ont l'air fous. Parce que même si tu l'atteins pas, au moins, tu auras testé. Et l'aventure pour atteindre ces objectifs, elle aura été folle et tu auras appris énormément de trucs. Et en fait, je trouve qu'on a tous trop peur et qu'on reste trop dans notre zone de confort, alors qu'en fait, ça coûte rien. Ça coûte rien de se donner des objectifs surambitieux. Là, ça fait 1 an que je fais du triathlon. Je me suis fait renverser par une voiture. Donc, j'ai été out pendant 3 mois. Donc, on va dire que je m'entraîne depuis environ 8-9 mois mis bout à bout. Et cette année, en fait, j'ai envie de me qualifier au championnat du monde. Je suis dans la catégorie d'âge qui est la plus compétitive. Ça paraît totalement fou quand tu as un business, quand tu travailles, quand tu fais tout ça. Mais en fait, le fait d'avoir cet objectif ultra ambitieux, ça me pousse en fait à faire des choses qui sont aussi ambitieuses. Je fais des sacrifices pour réussir à placer mes entraînements. Je dois adapter beaucoup de choses. Mais en fait, juste toute l'aventure, elle est géniale. Et en fait, cette aventure, elle me permet d'atteindre en fait des niveaux physiques que je pensais pas possible auparavant. Déjà, rien que de faire un Ironman, à l'époque, ça me paraissait fou. 4 km de nage, 180 km de vélo et enchaîner avec un marathon. Je me suis dit, mais quel genre de con fait ça? Et aujourd'hui, je me retrouve à le faire. Et en fait, c'est un truc, je pense que en fait, avoir des petites victoires, c'est le plus important dans la vie. Et ce genre d'objectifs, c'est des objectifs en fait qui te donnent une confiance qui te sert dans tout. Je le dis souvent, l'appétit vient en mangeant et l'ambition, c'est la même chose. Plus vous allez être ambitieux, plus vous allez être ambitieux. Et ça, c'est un truc que les gens comprennent pas forcément. Et surtout quand on parle de travailler dur et de faire des sacrifices, on vit dans un monde où en fait on a tendance à se ramollir un petit peu. Il y a une citation qui dit les temps durs créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps doux, les temps doux créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps durs, les temps durs créent et ainsi de suite. Et en fait, là, on est vraiment dans cette phase où je pense qu'on a poussé un petit peu à l'extrême le bien-être, le self-care, le attention, il faut éviter le burn-out à tout prix. Et je pense en fait que les gens qui ont fait ce switch dans leur tête de se dire ça va être dur, mais en fait, je m'en fous et je vais me donner à fond parce qu'en fait, ce que je fais, ça me donne de l'énergie. Ce que je fais, j'ai envie de tout déglinguer. Et en fait, même si ça marche pas, l'aventure va être tellement folle que jamais de ma vie je le regretterai. Et ben en fait, si vous avez cette énergie en vous, gardez-la, cultivez-la. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle les gens, surtout aux États-Unis, ce qu'on appelle la hustle culture, qui est en gros travailler dur pour réussir à avoir des résultats. Et en fait, c'est beaucoup critiqué par les gens qui parlent de bien-être, de attention au burn-out, etc. Mais en fait, le hustle, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de travailler dur? C'est pas parce que tu vas être plus productif en travaillant dur.
Mais en fait, travailler dur, c'est super important parce que travailler dur, ça te donne la confiance de réussir à avoir plein de petites victoires. Et peut-être que tu travailleras pas dur et comme un fou toute ta vie. Évidemment, moi, genre, j'ai fait des semaines de 80-90 heures pendant longtemps et je sais que je peux refaire ces semaines. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin parce que mon rôle, il a changé, mais j'ai la confiance au fond de moi de savoir que je peux me remettre dans ce mode-là si j'en ai le besoin. Et en fait, savoir que au fond de toi, il y a un mode qui peut être le beast mode où tu peux aller comme un fou à tout défoncer niveau business, niveau sport, peu importe. Ben en fait, ça te donne une confiance en toi qui est énorme et qui se ressent autour de toi en fait. Tu vas rayonner et quand tu rayonnes la confiance en toi, et c'est à ce moment-là où en fait tu arrives à emporter tous les gens qui sont avec toi et tous les gens qui font partie de l'aventure. Et le 7e point, c'est le travail bien fait, c'est plus important que l'argent. En fait, je pense que peu importe ce que vous faites dans la vie, vous devez vous identifier un peu comme des créateurs ou des artistes, surtout si vous êtes entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que quand tu es entrepreneur, tu es en train de créer. Donc tu crées comme un artiste. Et en fait, le rôle de l'artiste, en fait, c'est de créer quelque chose et de le porter aux yeux du monde. Après, comment le monde va réagir, ça malheureusement, vous serez jamais en contrôle. Et vous pourrez jamais être en contrôle. Donc votre seul rôle, c'est de faire en sorte que vous vous amélioriez constamment pour que ce que vous créez soit de mieux en mieux. Et en fait, lorsque vous arrivez, je pense, à ce stade un peu à un niveau limite artistique, je pense que c'est là où vous épanouissez le plus. Parce qu'en fait, quand tu t'épanouis dans ce que tu fais, tu deviens meilleur. Quand tu deviens meilleur, ben en fait, forcément, ce que tu crées est mieux perçu. Et en gros, moi, ma mère, en fait, elle a toujours travaillé dur. Elle a fait énormément d'heures sup qui n'ont jamais été payées. Parce qu'on parle en fait des 35 heures des fonctionnaires. Ma mère, elle n'a jamais travaillé 35 heures. Elle travaillait 35 heures. Elle pouvait travailler 39 heures pour avoir plus d'argent, c'est ce qu'elle faisait. Mais en général, elle travaillait 45 à 50 heures par semaine. Ce qui veut dire que chaque semaine, il y avait globalement 10 heures que l'État français ne lui paierait jamais. Et quand je lui demandais, mais pourquoi tu fais ça? En fait, elle m'a dit, en gros, le travail, il doit être fait. Et si je le fais pas, personne ne le fera. Donc ma mère, en fait, elle se sentait accomplie quand elle avait fait tout ce travail. Et peu importe parce qu'en gros, quand tu commences à calculer, tu te dis, attends, 10 heures par semaine, 40 ans de carrière, surtout sur un salaire où tu gagnes pas énormément, mais là, ça commence à faire beaucoup. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'a vachement ouvert les yeux. Et je pense qu'en gros, c'est super important d'être accompli. Et c'est super important de faire des choses qui nous donnent ce sentiment d'être accompli, ce sentiment de bien-être. Et c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, ce sentiment, c'est ce qui te crée de l'énergie. Et moi, en fait, j'adore faire ça. Et que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans ce que j'écris, que ce soit dans, peu importe, travailler avec les équipes, créer un produit. Tout ça, c'est des choses, moi, qui me donnent ce sentiment d'accomplissement. Et je pense que c'est le plus important à aller chercher. C'était la petite vidéo philosophique. J'espère que ça vous a plu. J'ai partagé des petites histoires personnelles qui me touchent et je pense que c'est important parce que je sais qu'on aime bien romancer le storytelling de dire on vient de nulle part, on a réussi à se faire par soi-même, etc. Mais ça, j'y crois pas dans la vie. On se fait jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour croire en nous. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider à avoir ce switch. Parfois, c'est un post qu'on va lire. Parfois, c'est une interview qu'on va écouter. Parfois, c'est une vidéo de Guillaume Boubèche. J'en sais rien. Mais en fait, ce déclic, il vient toujours de quelqu'un. Moi, j'ai quand même eu la chance de grandir dans un foyer où il y avait beaucoup d'amour. Et mes parents, ils m'ont apporté ce qui est le plus essentiel. Pas les habits de marque, pas l'argent, pas les belles voitures, pas les belles vacances. Mais ils m'ont apporté l'amour. Et en fait, je pense que ça, c'est le plus important. Dans un monde où certaines personnes aiment parler de guerre, je préfère parler d'amour et de paix. Et j'espère que vous propagerez beaucoup d'amour autour de vous et beaucoup de bienveillance. Et je vous souhaite une excellente semaine. Bisous les amis!